Soyez les bienvenus dans Planète Locale, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'environnement dans votre département. Aujourd'hui, on va parler de la COP 26 qui se tient en ce moment à Glasgow. C'est l'actualité environnement de la région. Notre invité du jour, bonjour, vous êtes Joël Guillot, coprésident et chercheur au GREC Sud. C'est l'antenne régionale du GIEC. Pardon. Merci d'être l'invité de BFM Marseille-Provence. Bonjour. Bienvenue. À mes côtés, Rémi, comme chaque lundi. Et puis, tu nous présenteras à la fin de cette émission l'objet écolo de la semaine. Alors, il est devant toi. C'est ça, une Sophie. brosse à dents, mais on saura tout dans un instant. Planète Locale, c'est parti. L'actualité environnement de la semaine, Rémi, c'est la COP26. Ça a lieu en ce moment à Glasgow. Alors, est-ce qu'il y a eu des annonces ? C'est ça. Alors en fait, la COP26, déjà pour expliquer, c'est la conférence sur les changements climatiques. Elle a commencé, comme tu l'as dit, à Glasgow le 31 octobre. Elle court jusqu'au 12 novembre, donc il reste encore 4 jours. Les pays participants doivent d'abord dresser un bilan des dernières COP, notamment celle qui a eu lieu en 2015 à Paris. Et puis, ensemble, ils vont soumettre de nouveaux engagements pour accélérer la décarbonation mondiale. Donc parmi les participants, on retrouve la France, l'Allemagne, les USA. Le grand absent cette année, c'est la Chine. Malheureusement, malgré tout, l'objectif principal est évidemment de prendre des mesures fortes qui permettront de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré de plus d'ici la fin du siècle. Est-ce qu'il y a une implication des Marseillais dans cette COP26 ? Oui, Sophie. Alors d'abord sur le plan institutionnel, avec la présence à Glasgow d'élus marseillais, d'élus de la nouvelle municipalité, notamment Michèle Rubirola, la première adjointe au maire, qui va se rendre à Glasgow pour la COP26 mercredi, où elle rejoindra Sébastien Barle, qui est l'adjoint à la transition écologique. Et lui, il nous a confirmé ce matin qu'il souhaite notamment aller chercher cette semaine des financements européens pour pouvoir avancer sur la transition écologique à l'échelon local à Marseille. Et puis alors sur un plan un petit peu plus insolite, il y a aussi ce cycliste Benjamin de Moliens qui s'est lancé le pari fou de rejoindre Glasgow en vélo depuis Marseille. Alors évidemment, il y a la Manche entre les deux, donc il a dû faire une petite séance de voilier quand même. Donc l'objectif, c'était de sensibiliser le plus grand nombre et puis aussi de montrer qu'on peut rejoindre Glasgow par d'autres moyens que des jets privés. Ça a fait beaucoup de bruit cette semaine. Donc voilà, son voyage, il se fait en mode 3-0, comme il le dit lui-même. Zéro déchet, zéro matériel, zéro empreinte. Et puis Paris réussi, puisque Benjamin de Moliens a rejoint Glasgow le 1er novembre. Merci beaucoup Rémi. On va parler du réchauffement climatique avec notre invité du jour. Bonjour Joël Guillot, vous êtes donc coprésident et chercheur au GREC Sud. On rappelle que c'est l'antenne régionale du GIEC. Alors, il y a cette COP26 qui se tient en ce moment. On parle de réchauffement climatique. À l'échelle locale, comment il se matérialise ce réchauffement climatique ? Alors, je voudrais préciser, le GREC Sud n'est pas une antenne du GIEC. Ce qu'on essaye de faire, c'est un intermédiaire. C'est un intermédiaire, de transférer l'information que le GIEC produit régulièrement en quelque chose d'accessible pour les décideurs et pour le public. Vous faites bien de préciser. Parce que non, ce serait un peu prétentieux de dire qu'on a une antenne du GIEC. Oui. Alors voilà, donc il y a cette COP26 en ce moment, merci pour la précision. On parle du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, il est mondial. À l'échelle locale, dans le département, comment il se visualise, comment il se matérialise ? Alors, le réchauffement, quand on parle de 1,5 degré, maintenant, il sera peut-être atteint dans 8-10 ans, alors qu'au moment de l'accord de Paris, c'était plutôt dans 20 ans. Donc, le réchauffement s'accélère. Et quand on se place à un niveau local, évidemment, ce n'est pas 1 degré de réchauffement qu'on a, mais c'est 2 degrés. Et selon la saison, c'est même 2,5 degrés. Par exemple, en région PACA, c'est 2,5 degrés la température de l'après-midi en été. Donc, on a évidemment des saisons et des endroits où il fait nettement plus chaud que ce fameux 1 degré ou 1,5 degré de moyenne, quoi. Alors cet impact régional, il se voit très bien avec l'augmentation du niveau de la mer. Et je crois que ça pose des problèmes au niveau des intrusions salines, c'est ça ? Oui, alors il y a plusieurs problèmes au niveau de la Méditerranée, au niveau de la montée de la mer. C'est grosso modo, la Méditerranée monte à peu près comme l'océan global. Mais le problème ici, c'est que
on a beaucoup d'infrastructures, on a beaucoup d'habitations qui sont construites au bord de mer, tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de marées sur la Méditerranée. Donc, comme on n'a pas beaucoup de crainte à avoir avec les grosses tempêtes et les marées qui montent et qui inondent, eh bien, les gens ont pris l'habitude de construire très près du bord de l'eau. Et maintenant, avec une augmentation qui est déjà de 20 cm sur un siècle et qui risque d'être au moins de 50 cm d'ici la fin du prochain siècle, eh bien, il va réellement y avoir des problèmes. Et au niveau des intrusions salines, eh bien, on a l'eau marine qui passe en dessous, qui atteint directement les aquifères, et l'eau douce se mélange avec de l'eau salée. Donc, on a des aquifères qui ne sont plus vraiment utilisables pour de l'eau potable. Alors, petit point, c'est un vrai problème en région Provence-Alpes-Côte d'Azur parce qu'on a 1 million d'habitants qui résident dans des zones inondables en région. Donc c'est pour ça que ce problème d'haussement du niveau de la mer, c'est un vrai problème en PACA. Il y en a d'autres. Je crois qu'il y avait également la question des forêts qui rentrent dans les deux catégories d'atouts et de faiblesses, c'est ça? Alors, évidemment, les forêts, ce sont des réservoirs de biodiversité. C'est vraiment très important pour la biodiversité, puis tous les services que la biodiversité nous rend. Hein, la forêt par exemple, du stocker du carbone, et donc ça va limiter un peu le réchauffement. Et puis il y a plein d'autres services un peu longs à énumérer. Et puis le problème de la forêt, c'est qu'elle brûle. Et avec le réchauffement du climat, eh bien, on a des risques d'incendie de plus en plus importants. Alors, la plaine de la Provence-Alpes-Côte d'Azur est habituée aux incendies de forêt parce que ça fait partie de la gestion forestière. Eh bien, ça brûle régulièrement, mais si ça brûle trop souvent, eh bien, ça pose des problèmes. Et ici, ce que les pompiers redoutent le plus maintenant, c'est des méga-feux, c'est-à-dire des feux qui sont tellement étendus et qui prennent à différents endroits, et finalement, ils ne sont plus capables de les maîtriser. Par contre, pour des petits incendies de forêt, des petits incendies de forêt, eh bien, il faut débroussailler, il y a différentes mesures qui sont prises, et là, ils maîtrisent assez bien, quoi. Et les petits incendies ont plutôt tendance à diminuer. Qu'est-ce que vous attendez de cette COP26 qui a lieu en ce moment comme réponse à apporter à l'échelle locale, notamment en ce qui concerne la montée des eaux ou bien les forêts, en ce qui concerne la montée des eaux? Comment on peut y remédier? Il y a le réchauffement climatique, mais est-ce qu'il y a des mesures qu'on peut prendre concrètement dans les villes? Alors, c'est ce qu'on appelle l'adaptation au changement climatique. Mais d'abord, ce qu'on attend de la COP26, c'est de renforcer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est de renforcer les moyens de lutte contre le changement climatique qu'on appelle l'atténuation. Et là, depuis la COP21 à Paris, il y a 6 ans, eh bien, on n'a même pas mis en application les résolutions qui avaient été prises à cette époque-là. Et maintenant, on devrait les renforcer. Donc, on est vraiment très loin. Donc, si la COP26 n'est pas capable de prendre des mesures radicales, je peux dire qu'on va dans le mur, quoi. Parce qu'on a c'est ce qu'on appelle la COP de la dernière chance. Il faut vraiment qu'on prenne des mesures radicales maintenant pour pouvoir éradiquer cette hausse de la température. Mais vous qui êtes un spécialiste de l'environnement, est-ce qu'un grand événement comme ça, mondial, vous y croyez encore ou pas par rapport à ce qui s'est passé à la dernière COP? Est-ce que finalement c'est encore crédible, la COP 26? Alors, j'ai été plutôt optimiste. Maintenant, je vois qu'il ne se passe pas encore grand-chose. Alors, effectivement, je deviens assez pessimiste. Et le problème, c'est que les effets du changement climatique, on les voit un peu tard. Et donc, nos décideurs ne sont pas capables de se rendre compte qu'il y a vraiment urgence. Parce que si ça ne se règle pas là, finalement, où est-ce que ça se règle? Voilà. Et donc, il faut vraiment que... En gros, il y a des économistes qui ont calculé que réparer les dégâts des événements extrêmes comme les inondations, les canicules, etc., ça coûterait 5 fois plus cher que de prendre les bonnes mesures pour empêcher que ces événements extrêmes se produisent. Et ça, je pense que nos décideurs ne l'ont pas encore compris. Alors pourquoi? Alors justement, vous parlez des décideurs, c'est un peu, je pense aussi votre rôle en tant qu'intermédiaire d'expliquer ce que le GIEC Sud, ce que le GIEC trouve. Quelle relation est-ce que vous entretenez avec la ville de Marseille, avec la région Sud, avec la métropole, avec le département? Est-ce que vous arrivez à les sensibiliser? Alors, je dois dire que le GREC Sud est financé par la région, cofinancé avec l'ADEME. Donc, effectivement, la région est sensible. Et quand on lit les plans climat, le SRADET, enfin, tous ces trucs qu'ils produisent,
le grec est mentionné et ils utilisent les informations qu'on leur donne. La métropole aussi. Et bon, la municipalité, on espère beaucoup de la municipalité de Marseille pour faire des choses plus importantes. Et comme Marseille voudrait être dans les 30 villes, ou les 100 villes, pardon, les 100 villes en 2030 décarbonées, et qu'ils veulent vraiment faire le maximum pour ça, ils font appel aux scientifiques pour pouvoir les aider. Et effectivement, on produit des recherches qui leur sont utiles. Mais je dois quand même dire qu'en général, on sent quand même qu'on n'est pas suffisamment écouté. Parce que les alternatives, elles existent, mais finalement, on a l'impression que les politiques ont du mal à se tourner vers ces alternatives rapidement. C'est le cas ? Mais oui, parce qu'en fait, les politiques nous disent c'est l'emploi pour commencer. Mais si il y a des catastrophes climatiques, eh bien, l'emploi, il en prendra un coup aussi. C'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Merci beaucoup. On va parler tout de suite de l'objet de la semaine que Rémi nous a apporté. Alors, Rémi, cet objet, il est écologique. Qu'est-ce que c'est ? C'est une brosse à dents, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier ? C'est ça. Alors aujourd'hui, je vous présente la brosse à dents interchangeable. Alors elle est bio, à 100% bio. C'est du local aussi, puisque c'est un produit marseillais. Donc c'est une brosse à dents, ce qu'on appelle faite en bioplastique, à base d'huile de ricin. Et alors, je vous ai dit au début qu'elle était interchangeable. En fait, c'est la tête qui est interchangeable. Voilà, comme ceci. Voilà. Vous pouvez retirer la tête de la brosse à dents. Donc cette partie-là, c'est la partie en bioplastique. Vous pouvez la garder toute votre vie, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est la partie interchangeable. Et alors, ce que vous faites, c'est que vous la ramenez à l'épicerie locale. Donc moi, par exemple, je l'ai eu dans une épicerie marseillaise qui s'appelle Au Grain-Pré, dans le quartier du Pharo. Donc vous ramenez votre tête de brosse à dents, l'épicerie va ensuite stocker dans un bocal comme ceci, elle va nettoyer les têtes de brosse à dents et ensuite elle va pouvoir vous la rendre. Et évidemment vous avez une tête de brosse à dents de rechange pendant la période de maintenance. Et très très rapidement, parce qu'on est pris par le temps, tu as le dentifrice qui va avec. C'est ça, alors pour aller plus loin, c'est le dentifrice solide. Alors ça c'est du charbon. Tu l'as goûté ? Alors moi j'ai essayé une fois, mais j'avoue que la texture est assez particulière. Mais alors par contre, pour se débarrasser du tube de dentifrice, qui est très polluant, c'est la bonne solution. Alors en fait, il suffit simplement de mouiller un petit peu la brosse à dents, voilà. Vous faites mousser et puis voilà, c'est assez classique. Rassure-nous, on n'a pas les dents noires. Alors pendant le brossage, si, mais après vous avez les dents très blanches. Sinon il y a le bicarbonate, ça marche très bien aussi pour ça marche aussi. Alors, et ça blanchit, mais oui voilà. Ok. Petit bémol, c'est un petit peu cher. C'est un petit peu cher, combien ? Alors, une recharge, vous voyez, j'ai ramené les recharges. Une recharge, c'est de l'ordre de 10-12 €. Merci beaucoup Rémi pour ces explications. Merci Joël Guillot, coprésident et chercheur au GREC Sud, d'avoir été l'invité de Planète Locale. On se retrouve dans un instant sur BFM Marseille Provence.